Avez-vous déjà remarqué que plus vous désirez quelque chose, plus vous le poursuivez, plus il semble s'éloigner de vous consciemment? Vous luttez davantage pour maintenir une relation, et celle-ci se refroidit. Vous vous efforcez d'atteindre un objectif, et un étrange blocage se forme en vous. Vous recherchez la paix, mais votre esprit devient encore plus agité. Ce n'est pas un hasard. C'est une loi intérieure que la plupart des gens ne peuvent nommer, mais que chacun expérimente. Selon Jung, les êtres humains interagissent constamment non seulement avec le monde extérieur, mais aussi avec leur propre ordre intérieur. Et cet ordre intérieur engendre une résistance naturelle à la contrainte. Car forcer les choses envoie à l'inconscient le message « Mon état actuel n'est pas suffisant ». Ce message initie un conflit intérieur. Lorsqu'une personne force quelque chose, elle tente en réalité de le contrôler. Et le contrôle découle souvent de la peur. La peur de la perte, la peur de l'inadéquation, la peur de l'incertitude. Jung l'affirme très clairement. Tout ce qui est non résolu dans l'inconscient devient un cycle récurrent dans nos vies. Plus vous forcez les choses, plus vous alimentez ce cycle. Car forcer les choses, c'est tenter de réprimer une tension intérieure qui ne demande qu'à ressurgir. Et tout ce qui est refoulé revient plus fort. C'est pourquoi certaines personnes vivent sans cesse les mêmes relations, répètent les mêmes déceptions et errent dans le même sentiment d'épuisement. Le problème ne vient pas du monde extérieur. Le problème réside dans la pression exercée de l'intérieur. Forcer les choses peut sembler, à première vue, un comportement puissant, discipliné, déterminé, combatif. Mais intérieurement, forcer les choses, c'est le moi qui se bat contre lui-même. Le personnage entre en jeu, le masque que l'on présente au monde. Le masque de la force apparente, le masque du contrôle, le masque de la persévérance. Ce masque semble fonctionner un temps. La personne se maintient à flot, a l'impression d'avancer, mais il se passe autre chose à l'intérieur. L'essence, le vrai moi, se retire. Car l'essence ne vit pas par la contrainte, mais par l'harmonie. Le processus que Jung appelait individuation commence ou s'achève ici même. Soit la personne durcit encore davantage son masque, soit elle s'arrête et se demande pour la première fois « Pourquoi est-ce que je force autant les choses ?» Si ce que vous forcez vous échappe, ce n'est pas parce que la vie est contre vous. Au contraire, c'est parce qu'elle vous appelle à l'équilibre. Forcer quelque chose, c'est le placer au centre. Tout ce que vous placez au centre prend le dessus. La relation commence à vous contrôler. L'objectif vous consume. Le besoin d'approbation devient omniprésent. Selon Jung, à ce stade, une personne abandonne son énergie au monde extérieur. Et lorsque l'énergie est abandonnée, l'attraction disparaît. Car l'attraction naît de la plénitude, non du manque. Un désir provenant d'un espace intérieur incomplet est perçu comme une pression par l'autre. Par conséquent, plus vous forcez, plus la distance grandit. Il y a là une vérité que l'on oublie souvent d'évoquer. La vie ne récompense pas ceux qui luttent contre elle. Elle s'ouvre à ceux qui savent s'harmoniser avec elle. Forcer les choses, c'est créer une tension intérieure. Cette tension se ressent même sans mots. Les gens la ressentent. Les situations la ressentent. Même les opportunités la ressentent. Quand on impose une obligation, le flux se bloque, car le flux fonctionne par consentement, non par contrainte. L'importance accordée par Jung au monde intérieur le démontre précisément. C'est l'attitude intérieure, et non les conditions extérieures, qui est déterminante. Un esprit prisonnier de lui-même ne peut vivre pleinement sa vie. À la fin de cette section, il est essentiel de préciser ceci. Forcer les choses n'est pas de la volonté. Forcer les choses, c'est souvent masquer sa peur. Et rien de bâti sur la peur ne dure. Si quelque chose vous échappe constamment, il est peu être temps de vous demander, pour la première fois, est-ce que je poursuis quelque chose ou est-ce que j'essaye de combler un vide intérieur? Car, selon Jung, tout ce qu'une personne fuit ou force est en réalité le signe d'une vérité intérieure qu'elle refuse d'affronter. Chaque pas fait sans voir cette vérité mène au même point, et c'est là que l'on s'épuise le plus. Une autre conséquence insoupçonnée de cette tendance à forcer les choses est la suivante. On devient incapable d'entendre sa propre voix intérieure, car cette voix intérieure parle en silence. Quand on la réprime sans cesse, qu'on la précipite et qu'on affirme « il le faut », cette voix intérieure s'éteint. Selon Jung, la guidance intérieure émerge non par la force, mais par l'attention. L'attention requiert de la patience. Un esprit impatient exige des résultats immédiats. Un esprit qui exige des résultats immédiats transforme la vie en champ de bataille. À ce stade, on croit vivre pleinement, mais en réalité, on ne fait que subir. C'est précisément là que réside la différence entre subir et vivre. Ressentez-vous une impression récurrente dans votre vie? Les mêmes types de relations, les mêmes déceptions,
La même sensation d'être bloqué, c'est comme si vous avanciez, mais qu'en réalité, vous tourniez sans cesse au même point. Selon Jung, il ne s'agit pas de malchance, mais de la répétition d'un processus interne non résolu. Tant qu'une personne n'en prend pas conscience, elle continue de vivre la même leçon sous différentes formes, car l'inconscient se répète pour attirer votre attention. Plus vous l'ignorez, plus la vie devient bruyante. La plupart des gens cherchent le problème à l'extérieur d'eux-mêmes. Les mauvaises personnes, les mauvaises circonstances, une vie injuste. Mais Jung dit, ce n'est pas ce qui arrive à une personne, mais sa réaction intérieure à cet événement qui la détermine. La raison pour laquelle vous restez bloqué au même endroit n'est souvent pas due aux événements eux-mêmes, mais à vos réactions automatiques à ces événements. Ces réactions ne sont pas conscientes. Ce sont des schémas qui se sont formés au fil des années. Un déclencheur survient, l'esprit se met immédiatement en marche. La défense se met en place. Le désir de contrôler s'intensifie. Et avant même de comprendre ce qui se passe, on se retrouve au point de départ. Il y a une distinction importante à faire. Réagir et choisir ne sont pas la même chose. Réagir est automatique. Choisir exige une prise de conscience. Le processus d'individuation de Jung commence précisément à ce point de séparation. Dès l'instant où une personne commence à reconnaître ses réactions automatiques, la possibilité de la libération se présente pour la première fois. Mais la plupart des gens ne s'arrêtent pas là, car s'arrêter est inconfortable. Au lieu de se regarder en face, ils préfèrent accélérer. Ils travaillent plus dur, se démènent davantage, font plus d'efforts. Mais rien ne change intérieurement. Par conséquent, même si le chemin semble progresser, le sentiment reste le même. Une autre raison de ce blocage est l'identification excessive au personnage. C'est, à dire, se croire identique au rôle que l'on joue. Le fort, le sacrificiel, celui qui ne renonce jamais. Ces rôles sont socialement valorisés. Mais selon Jung, le personnage n'est qu'un outil. Si le lien avec soi-même est rompu, le personnage devient une prison. On se force alors à maintenir ce rôle. Ils se lassent, mais ne peuvent s'arrêter, car ils pensent que s'ils s'arrêtent, ils ne sauront plus qui ils sont. Cette peur est le moteur caché de leur immobilisme. Approfondissons ce sujet. Pourquoi certaines personnes craignent-elles le changement? Parce que changer exige de se libérer d'une souffrance familière. La souffrance familière est plus rassurante qu'une paix inconnue. Jung explique cette situation comme le paradoxe de l'inconscient. Les gens continuent d'agir comme ils le connaissent, même lorsqu'ils sont malheureux, car l'inconscient privilégie la survie à la paix. Par conséquent, le même cycle se perpétue, les mêmes dynamiques relationnelles, les mêmes environnements de travail, les mêmes monologues intérieurs. Et à un moment donné, la personne se dit « c'est mon destin ». Ce n'est pas le destin, c'est un schéma intérieur inconscient. Le plus difficile dans ce diagnostic, c'est que les gens refusent d'admettre leur part de responsabilité, car voir, c'est assumer. Selon Jung, la prise de conscience n'est pas un processus confortable. Elle nous secoue, mais la transformation ne peut se faire sans nous secouer. Si les choses se répètent dans votre vie, ce n'est pas une accusation, c'est une invitation. Une invitation à l'introspection, une invitation à examiner vos réactions, une invitation à examiner votre besoin de contrôle, car être bloqué au même endroit ne signifie pas être incapable d'avancer. Cela signifie que vous n'avez pas encore tiré les leçons de la même expérience. La transformation commence par l'attention. Clarifions ce point à la fin de cette section. Être bloqué au même endroit ne signifie pas être incompétent. Cela signifie qu'un mécanisme interne est à l'œuvre sans que vous en ayez encore conscience. Lorsque ce mécanisme est identifié, le cycle peut être brisé. Mais s'il reste inaperçu, la vie continue de jouer la même scène avec des décors différents. Et c'est là que l'épuisement s'installe. Car marcher sans savoir où l'on va est plus épuisant que de rester immobile. Une autre dimension du blocage est la suivante. On dit souvent vouloir changer, mais en réalité, on n'est pas prêt à affronter l'incertitude que le changement engendre. Selon Jung, le conscient aime l'ordre, l'inconscient aime l'équilibre. Même si vous aspirez à une vie différente au niveau conscient, vous pouvez chercher à maintenir l'ancien ordre au niveau inconscient. Car l'ancien ordre, même s'il est douloureux, est familier. Ainsi, même s'ils pensent vouloir changer, les gens continuent de faire les mêmes choix. Ils se tournent vers les mêmes personnes, réagissent de la même manière et répètent les mêmes pensées. Puis ils se demandent pourquoi rien ne change. Le changement commence non seulement par une intention, mais aussi par la prise de conscience de ses habitudes inconscientes. Pour comprendre pourquoi on échoue lorsqu'on force trop les choses, il faut se pencher sur l'un des concepts les plus fondamentaux et pourtant les plus mal compris de Jung, le persona. Selon Carl Jung, le persona est le visage que nous développons pour survivre en société. C'est le visage qui paraît fort,
le visage qui paraît maîtrisé, le visage qui gère tout, qui résout les problèmes. Ce visage en soi n'est pas mauvais. Au contraire, il est nécessaire. Le problème survient lorsqu'une personne confond ce visage avec sa véritable nature, car le persona n'est pas le soi. Et le soi, lorsqu'il est refoulé trop longtemps, engendre de la résistance. Le besoin de contrôle entre alors en jeu. On contrôle son persona pour le maintenir en vie. Ses émotions, ses relations, les résultats obtenus. Tant qu'on le contrôle, on se sent en sécurité. Selon Jung, ce sentiment de sécurité est illusoire. C'est une illusion de contrôle. Car la vie est bien plus vaste que ce que l'on imagine. Lorsqu'on tente de tout contrôler, l'inconscient reçoit ce message. Si je lâche prise, je m'effondrerai. Ce message génère une alarme intérieure. Lorsque l'alarme retentit, le corps se tend, l'esprit s'emballe, la patience s'amenuise. Et sans s'en rendre compte, on commence à forcer les choses. Ici, forcer n'est pas un comportement, c'est un état d'être. Même sans agir, on exerce une pression. Cette pression transparaît dans le regard, le ton de la voix, les attentes. Impossible pour l'autre de ne pas le remarquer, car l'effort engendre une pression invisible. Jung explique cela comme une concentration d'énergie au mauvais endroit. L'énergie est détournée de son flux normal et se focalise sur un point précis, l'approbation d'une personne, la poursuite d'une relation, la réalisation d'un objectif. Lorsque l'énergie est focalisée sur un seul point, une résistance apparaît, car la vie cherche à équilibrer l'énergie emprisonnée. Plus la personnalité est dure, plus la résistance est forte, car le moi ne peut s'exprimer. Refoulé, le moi s'exprime inconsciemment, épuisement, agitation, problèmes récurrents. Souvent, on interprète mal ces signaux et on croit devoir redoubler d'efforts. Il pense devoir être plus discipliné, plus fort, plus déterminé. Selon Carl Jung, le problème ne réside pas dans le manque d'efforts, mais dans son orientation. Plus l'effort se déploie vers l'extérieur, plus la tension interne augmente. Il est important de faire une distinction. Contrôler et assumer ses responsabilités sont deux choses différentes. Contrôler, c'est s'approprier le résultat. Assumer ses responsabilités, c'est s'approprier le processus. Celui qui contrôle force le résultat. Celui qui assume ses responsabilités fait de son mieux, puis se retire. Cette distinction est cruciale dans le processus d'individuation de Jung, car l'individuation ne consiste pas à lâcher prise. Il s'agit de reconnaître le besoin de contrôle. Dès qu'une personne prend conscience de son besoin de contrôler, elle cesse d'en être prisonnière. Ce que nous appelons résistance n'est pas une punition de la vie. La résistance est un réflexe de défense du moi. C'est une façon de dire « ce chemin n'est pas le mien ». Tant que vous continuez à vivre à travers votre personnage, ce signal se renforce. Les relations deviennent difficiles. Les décisions deviennent plus lourdes. Une lassitude intérieure s'installe. Selon Jung, cette lassitude n'est pas de la paresse. C'est le désir de l'âme de se retirer. L'âme veut s'arrêter là où elle est mise à l'épreuve. Au lieu de comprendre cela, la personne s'obstine. En creusant plus profondément, on constate ceci. Le personnage veut contrôler. Le moi aspire à l'harmonie. Le personnage veut faire ses preuves. Le moi veut exister. Lorsque ces deux aspects s'affrontent, la personne vit une division intérieure. Si cette division perdure, elle oublie non pas ce qu'elle fait, mais pourquoi elle le fait. La vie devient une liste de choses à faire, et cette liste est dépourvue de paix, car la paix naît non de la contrainte, mais de la connexion. Une brève pause s'impose. Si ce mécanisme vous semble familier, si vous vous êtes déjà demandé « Pourquoi suis-je si contrôlant ?» alors cette prise de conscience est essentielle. Comme le disait Jung, la transformation ne commence que lorsque l'inconscient est éclairé. Forcer n'est pas une force, c'est le fruit d'une déconnexion avec soi-même. Le contrôle n'engendre pas la confiance, il ne fait que repousser l'échéance. La résistance n'est pas l'ennemi. La résistance est le signe que vous vous trompez de voie. Apprendre à décrypter ce signe, au lieu de le refouler, transforme silencieusement votre rapport à la vie. Car vous ne luttez plus, vous écoutez. Et selon Jung, la véritable transformation commence ici. Il y a une limite à ne pas franchir. On endure, on gère, on se persuade, jusqu'à ce point. Mais alors, un effondrement silencieux survient. Cet effondrement est souvent discret. Il ne survient pas comme un effondrement majeur. Il progresse plus insidieusement, plus lentement. Il commence par un sentiment de réticence au réveil. Puis, ce qui semblait autrefois important paraît désormais vide de sens. Selon Jung, cet effondrement est la conséquence naturelle d'une personne qui s'obstine trop longtemps dans la mauvaise direction.
l'âme signale qu'elle ne peut plus supporter ce fardeau. Tout ce que l'on force a un prix. Le prix de paraître constamment fort, c'est la solitude intérieure. Le prix du contrôle constant, c'est une tension chronique. Le prix de la survie, c'est la perte de contact avec soi-même. Jung décrit cela comme une scission du moi. Une structure fonctionnelle en apparence, mais épuisée intérieurement, se forme. Alors qu'une personne semble encore aller bien aux yeux du monde extérieur, quelque chose commence à se défaire en elle. Et la plupart des gens ne remarquent pas ce délitement, car ce délitement est silencieux. Le moment de la rupture survient généralement avec la pensée « je n'en peux plus ». Mais cette phrase ne se prononce pas à voix haute. On la murmure, car admettre qu'on n'en peut plus va à l'encontre de sa propre nature. Les forts doivent endurer. Celui qui a le contrôle ne doit pas abandonner. C'est à ce moment précis qu'une personne se durcit envers elle-même. Selon Jung, cette dureté n'est pas dirigée contre le monde extérieur, mais contre soi-même. Et lorsqu'on est dur envers soi-même, on en paie inévitablement le prix. L'un des coups de cette volonté de forcer les choses est un état d'alerte constant. L'esprit ne se repose jamais. Chaque possibilité est calculée. Chaque risque est tenté d'être maîtrisé. Cette situation finit par se manifester physiquement. Tension, insomnie, fatigue inexpliquée. Jung affirme que le corps est l'interprète le plus fidèle de l'inconscient. L'esprit peut nier, mais le corps ne le peut pas. Le corps porte le fardeau de cette volonté de forcer les choses, et on a souvent tendance à qualifier cela de stress. Ce n'est pas du stress, c'est un signal d'alarme intérieure. Le plus difficile dans un effondrement, c'est que l'on pense généralement être incompétent et non pas au mauvais endroit. Je dois donc être plus fort, se disent-ils. Je dois donc redoubler d'efforts. Ainsi, l'intensité de la pression augmente. Jung décrit ce cycle comme un malentendu tragique, car le problème n'est pas un manque de force, mais une perte de repère. On a beau s'acharner dans la mauvaise direction, la destination reste la même. Et c'est là que l'épuisement est le plus profond. On dépense toute son énergie sans pouvoir avancer d'un pouce. Cet effondrement se manifeste parfois dans une relation. Un jour, on n'a plus envie de parler, plus envie de s'expliquer, plus besoin de s'accrocher. Parfois, cela se manifeste au travail. Ce qui nous motivait auparavant semble désormais dénué de sens. Selon Jung, ce sentiment de perte de sens n'est pas un problème, c'est un message. L'âme dit qu'elle ne peut plus respirer dans cette structure. Mais on refoule souvent ce message, car l'arrêt est effrayant. On a peur de s'effondrer si l'on s'arrête. Parfois, l'effondrement est le premier pas vers la réintégration. Il existe un seuil crucial. On perçoit cet effondrement soit comme un signal d'alarme, soit comme une faiblesse. Si on le perçoit comme une faiblesse, on se met encore plus de pression. Mais si on le perçoit comme un signal d'alarme, on s'arrête pour la première fois. Selon Jung, la transformation commence précisément à cet instant d'arrêt. Pour la première fois, on se demande « Qu'est-ce que j'essaye de prouver ?» Cette question paraît simple, mais elle est très profonde, car la plupart des comportements coercitifs découlent du besoin d'être vu et accepté. Et tant que ce besoin n'est pas pris en compte, on continue d'en payer le même prix. Un autre prix de l'effondrement est le sentiment de détachement de la vie. On agit, on réussit, on progresse, mais il n'y a plus de vitalité en soi. Tout devient mécanique. Jung décrit cela comme le retrait de l'âme. L'âme ne reste pas là où elle est contrainte. Elle se retire silencieusement. Et on vit souvent cela comme de la dépression, un vide, un sentiment d'absurdité. Pourtant, il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un appel à un changement de cap. La vie dit « Tu ne peux pas continuer ainsi ». Le prix de la contrainte n'est pas seulement la fatigue. Le prix de la contrainte, c'est la distance que l'on prend avec soi-même. Et lorsqu'une personne se distancie de soi-même, ses gains perdent toute importance. Selon Jung, la véritable perte n'est pas l'échec, mais la perte de soi-même en tentant d'atteindre un objectif. Si cette rupture passe inaperçue, la vie s'arrêtera brutalement. Mais si elle est perçue, cette rupture n'est pas une fin, mais un commencement silencieux. Car c'est seulement à ce moment-là que l'on commence véritablement à comprendre ce que signifie se libérer de la contrainte. Dès l'instant où l'on prend conscience du prix de la contrainte, la solution est déjà enclenchée. Car, selon Jung, ce qui transforme une personne, ce n'est pas l'accumulation de pouvoir, mais le retrait du pouvoir mal utilisé. Passer de la résistance au flux n'est pas une technique, c'est un changement d'attitude. C'est décider de mettre fin au conflit intérieur. Lorsqu'une personne comprend qu'elle ne lutte pas contre la vie, mais contre ses propres tensions intérieures, elle ressent pour la première fois un véritable soulagement. Ce soulagement n'est pas de la paresse, c'est se libérer de fardeaux inutiles. La première étape consiste à reconnaître la réaction. La réaction,
c'est tout ce qui est automatique. Le besoin de répondre immédiatement, le désir d'expliquer immédiatement, l'effort pour corriger immédiatement. Jung définit cette automaticité comme un réflexe de l'inconscient. Lorsqu'on reconnaît ce réflexe, une brèche s'ouvre. Le flux prend naissance dans cette brèche, car le flux ne naît pas de la vitesse, mais de la conscience. Lorsqu'une personne cesse d'intervenir systématiquement, elle commence à percevoir le rythme propre à la vie, et souvent, elle réalise que les choses qu'elle forçait tendent à se résoudre d'elles-mêmes. La deuxième étape du passage de la résistance au flux consiste à observer le besoin de contrôle. Celui qui cherche à contrôler est généralement celui qui a peur. Selon Jung, lorsque la peur est refoulée, elle revient sous forme de besoin de contrôle. Par conséquent, lutter contre ce besoin est vain. Le refouler ne fait que le renforcer. Il faut l'observer. Être capable de dire « J'ai envie de contrôler maintenant parce que j'ai peur », cette phrase paraît simple, mais elle est profonde. Car pour la première fois, on est honnête avec soi-même. Et lorsque l'honnêteté s'installe, les tensions intérieures commencent à se dissiper. On confond souvent le passage au flux avec le lâcher-prise. Cependant, le lâcher-prise dont parle Jung n'est pas un abandon. Lâcher-prise signifie cesser de forcer le résultat. Ce n'est pas abandonner le processus. C'est se libérer de l'obsession d'interférer avec lui. On fait de son mieux, mais on ne prend pas le résultat en otage. Cette différence est cruciale, car lorsque le résultat est retenu prisonnier, l'esprit vit dans le futur. Le flux, en revanche, se produit dans le présent. Un véritable contact ne peut s'établir avec ce qui n'est pas présent. Les relations, les décisions et la paix ne peuvent être vécues que dans le présent. Un autre principe important est celui de la réponse différée. Selon Jung, une personne consciente ne réagit pas immédiatement. Elle attend, elle observe, elle laisse son émotion passer, car les émotions sont temporaires, tandis que les réactions qu'elles suscitent ont des conséquences durables. Lorsque vous n'agissez pas immédiatement face à une émotion, votre hiérarchie intérieure se modifie. L'émotion ne vous contrôle plus, vous la portez. À mesure que cette capacité à porter l'émotion se développe, votre relation à la vie s'adoucit. La résistance diminue, le flux émerge. L'étape la plus difficile, mais aussi la plus transformatrice, dans la transition de la résistance au flux peut être l'établissement de limites. Selon Jung, une limite ne consiste pas à prendre ses distances. Une limite consiste à maintenir le contact avec soi-même. Être ouvert à tout, être accessible à tout, n'est pas une vertu. Au contraire, c'est négliger soi-même. Lorsqu'une personne établit des limites, elle ne construit pas un mur entre elle et la vie. Elle clarifie son contact avec la vie. Cette clarté élimine toute forme de coercition, car désormais, vous savez ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Là où règne la connaissance, il n'y a pas de résistance. L'état de flow ne survient pas lorsque les conditions extérieures sont parfaites. Il survient lorsque l'attitude intérieure change. C'est précisément le processus d'individuation de Jung. La personne cesse d'être celle qui contrôle, force, éprouve. Elle devient celle qui observe, choisit et s'adapte. Dans cette transition, la vie peut sembler immuable, mais vous changez. Et lorsqu'une personne change, la réponse de la vie à son égard change aussi, silencieusement. La résistance s'estompe. L'état de flow émerge, car vous ne luttez plus contre la vie. Vous avancez dans la même direction. Une autre dimension de la transition vers l'état de flow consiste à transformer le rapport à l'attente. Selon Jung, lorsque l'attente passe inaperçue, elle devient une pression latente. On croit simplement vouloir quelque chose, mais il existe une forte exigence intérieure. Lorsque cette exigence n'est pas satisfaite, la déception, la colère ou le repli sur soi apparaissent. L'état de flow, cependant, n'est pas l'absence d'attente. Ce n'est pas s'accrocher à l'attente. Il s'agit de rester ouvert à une issue sans s'y attacher. Lorsqu'une personne se détache de cet attachement, elle commence à percevoir plus clairement ce que la vie a à offrir, car son esprit n'est plus figé sur une seule possibilité. La première chose dont on prend conscience à ce stade, c'est que la vie a changé. Les mêmes personnes, les mêmes circonstances, les mêmes responsabilités existent, mais vous n'êtes plus le même, car vous n'êtes plus celui qui force le destin. Vous êtes désormais celui qui choisit. Selon Jung, cette transition est le moment silencieux, mais le plus puissant, de l'individuation. On cesse de se focaliser sur la réussite ou non d'un objectif. On commence à s'interroger sur la personne que l'on est. Dès lors, le poids du monde extérieur s'allège. Car le fardeau ne réside pas dans les événements eux-mêmes, mais dans l'attitude intérieure que l'on adopte face à eux. Celui qui force le destin perçoit la vie comme un champ de bataille. Tout doit être gagné,
conserver, protéger. Celui qui choisit, en revanche, vit la vie comme une relation. Il sait quand s'engager et quand s'arrêter. Jung explique cette différence ainsi. La personne réactive est gouvernée par les circonstances extérieures, tandis que la personne qui choisit agit selon sa boussole intérieure. Lorsque cette boussole intérieure se met en marche, la précipitation disparaît. Le besoin de preuve s'atténue, car on ne se définit plus par des résultats extérieurs. Ils puisent leur identité dans leur cohérence intérieure. Vous ne vous culpabilisez plus lorsque les choses tournent mal. Au lieu de vous demander « qu'ai-je fait de mal ?», vous vous demandez « que m'apprend cela ?» Vous vous demandez « pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ?» Ce changement, en apparence anodin, dans votre façon de vous interroger, transforme votre rapport à la vie. Selon Jung, l'inconscient coopère avec l'esprit qui questionne et non avec l'esprit autoritaire. Lorsque vous forcez les choses, l'inconscient se bloque. Lorsque vous écoutez, il s'ouvre. Et lorsqu'il s'ouvre, des options auparavant insoupçonnées apparaissent. Car sous pression, les options sont invisibles. Ce point culminant n'est pas un état de perfection. L'incertitude et le risque persistent. Mais la panique a disparu. Car la panique naît du besoin de contrôle. Lorsque ce besoin diminue, l'incertitude cesse d'être une menace. Jung décrit cela comme la maîtrise intérieure. On ne contrôle pas le monde extérieur. On contrôle ses propres réactions. Et c'est là le véritable pouvoir. Un pouvoir discret, humble, mais inébranlable. Vous ne vous demandez plus « pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ?» Au lieu de cela, vous vous demandez « si cela ne fonctionne pas, existe-t-il une autre solution ?» Cette perspective élimine naturellement la contrainte, car la contrainte consiste à s'accrocher à une seule voie. Choisir, en revanche, c'est accepter de multiples possibilités. La vie est plus harmonieuse pour celui qui a le choix, car il n'a pas à lutter contre elle. C'est précisément cet état d'équilibre que Jung a souvent souligné. Lorsque l'équilibre est établi intérieurement, il n'est plus nécessaire de le chercher à l'extérieur. À ce stade, vous réalisez, forcer les choses ne vous a mené nulle part, mais la conscience vous a conduit jusqu'ici. Et ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Vos réactions ne vous tirent plus par le bout du nez. Vos peurs n'ont plus à décider. Vous existez. En tant que soi qui choisit, ce soi n'est pas parfait, mais il est réel. Parfois, cela implique de renoncer à une relation, parfois de ne pas nourrir d'attentes, et parfois de protéger ses propres limites. Mais selon Jung, la maturité commence précisément ici, lorsqu'une personne choisit une plénitude durable plutôt qu'un confort éphémère. Le moi qui force les choses aspire à une paix éphémère. Le moi qui choisit aspire à une sérénité profonde. Cette sérénité est calme, sans prétention, mais durable, car elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Les retards de votre vie ne vous irritent plus. L'attente n'est plus vécue comme une punition, car vous comprenez que l'attente aussi possède un langage. Jung considérait les moments d'attente comme des instants où l'inconscient est à l'œuvre. Lorsque vous cessez de forcer les choses, les problèmes intérieurs qui doivent être résolus le sont. Les signes que vous aviez négligés deviennent visibles. Et pour la première fois, vous ressentez « la vie n'est pas contre moi, la vie communique avec moi ». Ce sentiment vous libère d'un poids immense. Et, plus important encore peu, être, vous n'avez plus besoin de faire constamment vos preuves. Celui qui choisit ne défend pas sa valeur, il la vit. C'est pourquoi son attitude est digne, sa voix calme. C'est précisément ce que Jung appelait l'autorité intérieure, un centre qui n'a pas besoin de validation extérieure. Lorsque ce centre est formé, la vie semble transformer ce qu'elle vous offre. Mais en réalité, c'est vous qui changez. Et quand une personne change, la vie ne réagit plus de la même façon, car plus personne ne la force. Désormais, vous choisissez, vous écoutez et vous vivez en harmonie avec vous-même. Ceci conclut notre vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.